bienvenue à une autre émission de Mission Découverte. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Vincent Benatar qui est venu nous parler de sa montre. D'abord, bonjour Vincent. Bonjour Jacob. Ça va bien? Ça va très bien et vous? Oui, ça va bien, merci. J'ai quelques questions pour toi et ta montre. Ah ben oui. On va commencer dans le fond. Quel type de montre est-ce qu'il s'agit, Vincent? Ah, eh bien, en gros, c'est une, comme on peut le voir, c'est une Carrera. Elle est de calibre 16. OK. Carrera est une montre, est une compagnie de montres assez bien réputée, OK, qui fait des très belles montres et calibre Oui, comme 16. on peut voir. Demandez-moi pas ce que ça veut dire parce que je ne sais pas. D'accord, c'est bon. Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette montre, Vincent, quelque chose de particulier pour toi? Eh bien, en gros, c'est mon grand-père qui me l'a donné il y a une couple de mois avant mon bal de graduation du secondaire. En gros, ouais, c'est ça, il me l'a donné après que j'aille acheter mon suit pour la prom. Puis, parce qu'il trouvait que ça fitait bien avec Avec mon ton suit, suit, un peu. ouais, puis c'est ça, fait qu'il m'a l'a donné, puis de toute façon, il voulait s'acheter une nouvelle montre, puis mon grand-père, c'est pas quelqu'un qui manque de cash. D'accord. Donne un petit look un peu à la James Bond, on pourrait dire, avec ton suit. Ben oui, on pourrait dire ça. Ouais. Dans le fond, c'est une très belle montre que tu as là, Vincent, mais j'aimerais savoir, ça a l'air d'une montre quand même assez dispendieuse. Est-ce que tu pourrais nous dire environ combien ça coûte une 4 montre 000, comme ça? 5 000, là. 4 000, 5 000, OK, d'accord. T'achètes pas ça au Dollarama, là. Non, comme tu as dit, ton grand-père, c'est pas quelqu'un qui manque d'argent. Non. Non? D'accord, Vincent. Dans le fond, savoir, là, j'ai une petite question qui m'intrigue un peu comme ça. Si tu te l'aurais pas fait donner par ton grand-père, est-ce que ça serait comme un achat que tu aurais considéré quand même? Non. Vraiment pas, vraiment pas. Pourquoi donc? Yo, c'est 5 000 puis ça me tente pas de dépenser 5 000 Non, mais c'est sur quelque chose qui dit essentiellement l'heure, surtout qu'à cette heure, on a tous nos cellulaires qui disent l'heure anyway. Là, Ouais, non, je comprends. c'est plus pour, tu sais, je suis content de l'avoir, mais est-ce que, genre, je le dépenserais mon argent que j'ai... C'est combien d'heures de travail? J'ai pas... Non, j'imagine. C'est beaucoup, là. Dans le fond, maintenant que tu nous as parlé un peu de la valeur sentimentale et monétaire de ta montre, peux-tu nous expliquer un peu comment elle fonctionne? Ah, OK. Ben, en gros, cette montre a dit l'heure avec des aiguilles qui pointent sur les numéros. Et ouais, c'est ça. Elle se remonte automatiquement au mouvement. Ça veut dire que si j'apporte sur mon bras, OK, elle va se remonter automatiquement ou si je fais ça. Mais l'affaire, c'est que si j'apporte pas pendant une couple de jours, elle va être désajustée parce qu'elle va pas se remonter puis elle va juste arrêter après un bout. Puis elle donne la date aussi. On peut l'ajuster, ça aussi. Elle a un chronomètre qui peut aller jusqu'à 12 heures. On peut le partir avec le premier piton rouge. On l'arrête en cliquant une autre fois sur le piton rouge et on peut le reset de même. Mais juste une petite question comme ça, qu'est-ce que tu veux dire par remonter la montre? En gros, remonter la montre parce que... Honnêtement, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que comme c'est que si elle se remonte pas, ben elle arrête de donner la bonne heure parce que... Ben, le remontage, en fait, c'est comme si c'est remonter le mécanisme qui fait tourner les aiguilles puis qui donne l'heure. Puis qui fait aller bouger les aiguilles à une certaine fréquence de temps, qui donne éventuellement l'heure. OK, wow, c'est une très belle montre, Vincent. Dans le fond, c'est déjà tout pour nous, Vincent. OK, ouais. Je voudrais te remercier d'être venu à l'émission. Ah, ça, merci. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Restez des nôtres car la semaine prochaine, nous recevons Sébastien Dagenet qui vient nous parler de son faux pouce de magicien. Merci et bonne soirée.
Bonjour et bienvenue à l'émission Mission Découverte. Ce soir, nous accueillons Sébastien Dagenet qui va nous parler de son objet, un faux pouce. Bonjour Sébastien. Bonjour Vincent, ça va bien? Ah, ça va très bien. Et Ben vous? oui. Ben, ça va très bien, merci. Je suis très Alors, parle-nous excité. donc de ça. Un peu, c'est où qu'on peut trouver ce genre d'objet? C'est un faux pouce. Contrairement à ce que tu aurais tendance à croire, c'est très facile à trouver. C'est même ultra facile, je dirais. On peut trouver ça dans des kits de magie, des boutiques de magie, même sur Internet. On peut même trouver ça dans des magasins de farce et attrape. Donc, très facile à trouver. OK, je vois. Oui. Et à quoi servent-ils donc? Ils servent à créer plusieurs effets de magie, entre autres de la disparition, de l'apparition. On peut même faire des effets de lévitation et des trompe-l'œil. Ça peut servir à beaucoup de choses. C'est pourquoi que chez le bon magicien, il s'agit d'un atout précieux à avoir. Ah, je vois. Ça doit être très pratique. C'est très pratique. Alors, as-tu une anecdote avec cet objet? Oui, certainement. J'ai plusieurs anecdotes, mais Conte-nous-en naturellement, une. je vais commencer avec, m'a juste dire ma préférée, naturellement. Ouais, vas-y. Il est arrivé une fois où j'essayais de performer le truc, mais il s'est avéré que le pouce était beaucoup plus large que mon pouce à moi. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'étais en train de faire de la magie, je crois, à un mariage. Et ce qui est arrivé, c'est que d'un coup de main rapide, le pouce a, comme on dit dans le jargon, flyé dans le verre de champagne de la petite madame. Ah. Fait que oui, il a vraiment été dans le verre. Il n'a même pas tombé à côté, vraiment dans le verre. Fait qu'en même temps, c'était de la fierté parce que, wow, c'est quand même vraiment le fun. Il est tombé dans le verre, mais en même temps, c'était décevant parce qu'il était dans le verre, non dans mon pouce. Ah, eh bien, c'est dommage. C'est dommage. Mais devons-nous être des professionnels pour... Pour utiliser les faux pouces? Ben oui. Écoute, tu dois absolument être le meilleur au monde. Je te niaise. Ben non, il faut pas. Il faut, en fait, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le faux pouce, on peut le trouver très facilement via Internet, via des magasins de magie, via, comme je dis, même Dollarama, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait. Donc, non, il ne faut pas être professionnel, même que c'est un excellent accessoire pour commencer. Ah, OK, ouais. Oui. Drôle de question. Pourrais-tu nous montrer? T'aimerais voir une démonstration? Ben oui. Bien, ça va me faire plaisir, Vincent. Vas-y donc. Donc, je vais commencer. On va agir comme si vous ne saviez pas que j'avais un faux pouce, naturellement, OK. parce que sinon, ça ne marche pas. OK. OK? Là, on va commencer avec un foulard. On montre un foulard ordinaire. OK? Là, on va le prendre comme ça et on va tranquillement le cacher dans ma main, comme ça, ici. Mais là, je vais avoir besoin de toi, Vincent. OK. Je vais te demander de souffler. Et maintenant qu'il disparaît complètement, on ne sait pas il est où. On sait pas il est où. Mais ensuite, on peut juste, d'un claquement de doigts, le faire réapparaître. Aussi simple que ça. Puis, bon, je peux toujours montrer que mes mains sont vides. Ah, On a compris. je comprends. Ouais. N'est-ce pas fabuleux? Si tu veux, je peux même te montrer un autre effet. Alors, montre-nous donc ça Ouais. vite. OK. Nice. All right. Je vois. C'était comme je dis, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Ouais, j'imagine bien que vous avez eu bien du fun avec ça, hein? Ah, je confirme que oui. D'ailleurs, il existe, je vais souligner qu'il existe plusieurs sortes de faux pouces. Il y en existe pour faire de la lumière, il y en existe pour faire apparaître, disparaître, comme je disais, même faire léviter des choses. All right. Bon, ben malheureusement, c'est tout le temps que nous avions pour aujourd'hui. Alors, ben merci beaucoup, Sébastien. Ben, ça Ça fait a fait plaisir. un plaisir, oui. Ben, merci. All right. Alors, rejoignez-nous la semaine prochaine. Nous allons au Montien-de-Ville qui va nous parler de ses origamis. Alors, à la semaine prochaine.
Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Mission Découverte. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un chroniqueur hors pair qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son travail à l'origami. J'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Montilien Deville. Bonjour, Montilien. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Super, content Ouais. d'entendre. Écoute, toi, tu fais de l'origami. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Es-tu un artiste de papier? Ben, l'art, c'est l'âge, tu sais. Oui. Ben, on a beaucoup de talent Oui, comme ben ça. oui. Ben, je mais vois ça, là, il y a du ouais, travail. Ben, il y a du travail. En fait, Ah oui. ce sont des messages, tout. Tout ça OK. que tu regardes, ce sont des messages. Des messages. Comme, et auparavant, comme si je vais dire, comme, je veux un avion, papy, je veux un avion. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de jeux auparavant. Donc, de tu me l'ancien dis- temps, comme, Ah, il faut dessiner un avion pour pour ton enfant, Pour tout ça. vouloir dire un Oui, avion. ils ont dit c'est un avion. Ça, c'est un message. Celui-là, Wow. je veux un chapeau, papa. Oui, il te donne un chapeau. c'est intéressant. Tu le mets comme ça, tout ça. OK. Ça, c'est le chapeau. Ça, Ben c'est oui, le ben oui, petit ben oui. chapeau comme ça. Ben oui. Je ne sais pas si tu veux essayer ça comme... Ben non, mais je te crois, je te crois. ouais. Écoute, OK, donc, qu'est-ce que tu me dis, c'est que chaque papier représente un message. Ouais, Wow, ouais, c'est c'est vraiment ça. intéressant, je ne le savais même pas. Ouais, chaque papier C'est représente un fantastique. message. Et toi, pourquoi, toi, personnellement, tu as voulu faire de l'origami? Pourquoi l'origami te représente, toi, Montilien, artiste urbain? Ouais, ben, ça me représente beaucoup. OK. Parce que quand je vais passer, comme moi, j'utilise des choses comme dans l'ancien temps, tout ça. Oui, dans l'ancien Comme temps. avec des choses update, tout ça. Oui. Comme je peux dessiner, si j'avais des petits crayons couleurs, comme tu allais voir ça comme perfect. Mais comme ça, que c'était comme ça, on vient avec les choses qui étaient anciennes, puis OK. devenir nouvelles. C'est pour Ah, ça, ben, comme j'aime ça. Je comprends, je comprends. Ouais. Puis là, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression de voir ici un chapeau, un bateau et un avion. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu es capable de faire ou sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ça? Ben, tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi avec celui-là. OK. N'importe quoi. Ben, C'est- j'aimerais ça voir ça, je pense. C'est une feuille de papier. C'est OK. comme, c'est moi qui l'ai fait. Si tu veux, je peux faire n'importe. Fais-moi ça un n'importe- rapidement. Montre-moi Ouais, qu'est-ce ouais. que tu sais faire, Montilien. Ouais. Au moins, tu vas avoir un bel chapeau comme moi. Ben oui, on a un bateau là. puis- Ouais, c'est comme ça. Tu plies le papier comme ça. C'est pas dur. Comme ça. Ben non, c'est facile, hein? Tu le plies en OK. deux. En deux. Hey. Tu fais comme ça. En combien déjà? Ouais. En deux, hein? En deux. Tu vois? Ben Puis oui. tu plies les deux comme ça. Comme ça. Ben voyons donc. Ben voyons Comme donc. ça. C'est un chapeau. Ça, c'est déjà un chapeau. Ben voyons donc. OK. Tu fais ça comme ça. J'en reviens pas. OK. Écoute, Montilien, je sais pas quoi dire, je suis impressionné. On peut Oh. vraiment faire n'importe quoi avec du papier. Hein? Ouais. Hey, c'est- N'importe quoi avec du papier. C'est Ça, vraiment- c'est déjà un chapeau. Hey, c'est fantastique. Puis, est-ce que toi, tu as déjà pensé possiblement, disons, en faire, ben, je sais pas si ça se fait. Est-ce que ça se fait, tu penses, une carrière en origami? Est-ce qu'il y a de la sculpture, des représentations de ça? Ben oui. Oui. Il y en a. Eh ben. Il y en a partout, comme tu peux dessiner. Quand tu rentres dans le bureau, tu vois des petites choses comme un origami. C'est beau, comme Ben oui, sur ben la oui. table, des bureaux, tout ça. Écoute, c'est vraiment fascinant. Malheureusement, on n'a plus de temps. J'adorerais pouvoir en reparler, mais Ouais. c'est pas grave, on va se reprendre. Donc, merci, mesdames et messieurs. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Mission Découverte. La semaine prochaine, on accueille Josiane Gauthier qui va nous parler de sa recharge de téléphone. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à la prochaine.
Bonjour, bienvenue à l'émission Découverte. Je suis Montilien Deville, l'animateur aujourd'hui, excuse-moi. On est avec nous Josiane Gauthier qui est notre invitée, qui va nous présenter externe à batterie externe. Bonjour Josiane, Bonjour, Montien. ça va bien? Oui, toi? Ben, comme tes objets, c'est ici, ben, j'aimerais poser quelques questions à propos de tes objets. Qu'est-ce qu'une batterie externe pour toi? Une batterie externe, ben, c'est aussi appelé batterie de secours. On a de différentes sortes, comme vous voyez. En fait, c'est pour recharger les appareils électroniques comme téléphone intelligent, Ouais. iPod, iPad, tout ça. Ça vient avec de différents fils, comme on peut voir. Je OK. vais plugger mon téléphone, tout ça. Puis, en ce moment, il est en train de charger. Oh, wow. Comme ici, OK. si vous voyez, batterie en charge. OK, ça prend combien de temps pour le charger habituellement? Ça dépend des sortes. Quand elles sont plus petites puis ont coûté moins cher, comme celle-là, pour le temps de recharge de la batterie, c'est entre 3 et 4 heures. Mais le temps de charger le téléphone ou l'appareil électronique tel quel, ça peut environ 1 heure. Un peu moins aussi. OK. Puis ça va être juste une fois. Oh, wow. Et pour les décharger aussi? Pour décharger la batterie, Oui. ça va juste prendre 1 heure avant Une qu'elle heure soit de temps? déchargée. Oh, wow. Mais cette batterie-là, par contre, elle a coûté beaucoup plus cher et elle peut recharger environ 4 fois mon cellulaire. Wow. Puis, par contre, ça prend 10 heures à la faire recharger, cette batterie-là. Oh, wow. Fait Eh bien, comment et combien de temps ça prend à charger cette sorte de batterie? ben, comme j'ai dit, ça dépend de la grosseur et comme la puissance de la batterie telle OK. quelle. Fait que la plus petite, c'est entre 3 et 4 heures de recharge qu'elle a besoin. La OK. plus grosse, c'est entre 10 heures, environ 10 heures de recharge. Oh, wow. Et ça coûte combien comme? Parce que c'est vraiment extrêmement belle, hein? Celle-là, elle a coûté environ 20. Ouais? C'est une des plus cheap, mais ça Ouais, peut hein? varier entre vraiment 7 et 100 et plus. Là. Ouais, ouais. On s'entend que le plus cheap que tu payes ta batterie, Ouais. le moins longtemps que ça va durer, puis la moins puissance qu'il va avoir. Par contre, celle-là, elle m'a coûté environ 90 OK. puis elle est très bonne. Elle charge mon cellulaire extrêmement vite, plusieurs fois même. Puis, Bien, c'est ça. est-ce qu'elle lui fait, ça fait sur le cellulaire, tout ça, comme quand tu charges ça, est-ce que ça fait un effet sur le cellulaire? Est-ce que c'est correct, c'est safe pour le cellulaire? C'est la même chose que plugger le cellulaire dans une prise. OK. Fait qu'elle recharge le cellulaire de la même manière, comme là, il est en charge. OK. Puis, les lumières sont allumées dans celui-là. Normalement, on a une lumière qui indique que l'appareil est en train de charger. Puis, ça fait la même chose que si on pluggerait directement dans une prise dans le mur. Wow. C'est pour qui vous pensez cette batterie? Moi, je pense que c'est plus pour des jeunes qui utilisent plus leur appareil électronique à tous les jours, comme nous, OK. par exemple. Des jeunes comme entre 18 ans et plus. Bien, merci Josiane, c'était tout aujourd'hui parce qu'il est décollé. Ben, merci, on reçoit pour la prochaine émission avec Galaspi. Bien, pardon et merci à vous tous, merci à l'auditeur, auditrice. Bye.
Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Mission Découverte. Aujourd'hui, parmi nous, on accueille Francis Gillespie qui nous parlera de la nouvelle génération de GoPro. Bonjour Francis, comment vas-tu? Ça va bien toi, Josiane? Bien, merci. J'ai une couple de questions à te poser aujourd'hui. Quoi? D'où vient cette caméra assez spéciale qu'on voit sur le comptoir? Cette caméra-là a été créée en fond autour des années 2000 par Nick Woodman. C'est un Californien qui voulait capter les sports, son sport favori qui était le surf, pour qu'il puisse les capter dans le fond pendant qu'il fait le sport et non pendant que quelqu'un d'autre le filme. Parce que son but quand il a créé la caméra, en fait, c'est qu'il ne voulait pas que personne manque une vague ou peu importe d'autres surfeurs pour prendre des images de, justement, de ses performances. Puis, ouais, c'est à peu près ça, dans le fond. Si je pourrais dire d'où c'est qu'elle vient, dans le fond, c'est de là. C'est intéressant. Peux-tu nous décrire ce que tu as? Bien sûr, celle-ci que j'ai entre les mains, c'est la GoPro 3 Wide Edition. Donc, c'est la troisième génération de GoPro. Ce qu'elle a de particulier, la troisième génération de GoPro, c'est que c'est la première génération, en fait, que la sortie HDMI. Donc, en fait, on peut plugger ça dans la télévision en HDMI. Elle a aussi, en arrière, on peut voir qu'il y a la sortie où il y a la batterie et tout. Mais aussi un attache pour mettre des accessoires. Comme en ce moment, avec moi, j'ai amené un écran. C'est un écran LCD qu'on attache à l'arrière. Donc, on fait seulement que l'accrocher. Et voilà, on a l'écran avec nous. Toujours comme ça, on peut voir ce qu'on fait parce qu'elle vient sans écran, dans le fond, quand on la jette. Elle a la lentille à l'avant qui est sortie, ce qui fait une lentille wide, dans le fond, grand angle. Et elle est constituée de 3 petites lumières pour voir ce qu'on fait. Dans le fond, si je prépare les caractéristiques vite faites, elle fait du 1080p en 30 fps, du 720p en 60 et 30 fps, du WVGA en 60 et 30 fps, et elle peut prendre des photos comme une caméra normale. Ah, c'est génial comme caméra. Oui. Dans quelles circonstances il serait utile sans pas que... Bien, d'avance, la caméra, ça a été créé pour le sport. Donc, c'est surtout une caméra sportive. Donc, c'est une caméra qu'ont nécessairement les sportifs, du genre comme les surfeurs par exemple, les snowboarders, les personnes qui font de la moto, peu importe, même les joueurs de hockey s'en servent des fois pour filmer leurs exploits et tout. Donc, c'est surtout une caméra sportive parce qu'elle vient normalement avec un boîtier étanche à l'eau et shock-proof, si on veut, c'est résistant au choc. Mais aussi, ce qu'elle pourrait servir, c'est aux personnes ils font beaucoup de voyages, dans le fond, puis ils ne voudraient pas nécessairement avoir amené une grosse caméra avec eux ou ils n'ont pas de cellulaire, comme si personne aujourd'hui n'avait pas de cellulaire. Mais quand même, on peut l'amener si on veut juste avoir une petite caméra externe parce qu'elle fait quand même des photos de 5 mégapixels et plus. Donc, plus qu'on monte dans la génération, plus qu'on peut avoir des bons mégapixels. OK. Puis, quels sont les inconvénients de cette caméra-là? Bien, premièrement, son inconvénient le plus gros que j'ai remarqué, c'est qu'elle est petite. Donc, c'est sûr que c'est facile à perdre, c'est facile de se faire voler, la caméra. Et ça, c'est un de ses inconvénients, je pense, le plus gros. Sinon, l'autonomie de batterie, surtout. L'autonomie de batterie, on parle de quelques heures seulement sur une batterie rechargée à 100%, ce qui n'est pas beaucoup, en fait, parce que si on veut filmer toute une journée de sport ou peu importe, il va falloir changer de batterie entre-temps, puis ça pose des inconvénients. Puis, un autre inconvénient, je pourrais dire, c'est son prix. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. À la prochaine épisode de Mission Découverte, on va accueillir Jamal Araki qui nous parlera de son aiguisoir antique. Merci d'avoir venu, Francis. Ça me fait plaisir. On se revoit à un autre séjour.
Bonjour et bienvenue à Mission Découverte. Aujourd'hui à l'émission, nous recevrons Jamal Araké qui viendra nous présenter son exutoire antique. Donc, bonjour Jamal. Bonjour. Merci d'être à l'émission. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu ton objet. Peux-tu nous en parler davantage de cet exutoire antique? Oui, ben vous avez dit exotique antique, ben moi je vois pas ça, ben je vois ça antique, mais genre je dirais plus c'est un exutoire spécial parce que c'est genre comme vous pouvez voir, ça a l'air d'un chalumeau Ah ouais, et c'est fait en remarqué, métal oui. et tout. Ben je vais vous parler un peu de son origine. Ben cet exutoire vient du Liban de mon arrière-grand-père durant la guerre et ça s'est passé de génération en génération. De mon arrière-grand-père, mon grand-père, mais à ma mère et finalement à moi, pour se retrouver dans le mains. Et c'est ça. Ben, je ne sais pas d'où exactement de la région du Liban, mais parce que je n'ai jamais connu vraiment mon arrière-grand-père. Donc, c'est dans la fois, c'est sur le côté de ta mère. Ouais, c'est le côté de ma mère. C'est parfait. Donc, tu nous as dit, donc, elle vient du Liban, en France. Ouais, Tu du nous Liban. expliquais Ouais, au Moyen. Fait que d'où est-ce qu'elle vient nécessairement, c'est le côté de ta famille? Ouais. Ah, parfait. Sinon, vous la gardez pour une raison monétaire ou Pour moi, j'ai jamais connu le vrai prix de cet exutoire, mais dans la famille, on va le garder juste plus pour sentimental, parce que genre, c'est un truc qui vient de loin, puis on essaie de le garder la plus valeur possible. Quand même, elle a quand même pas mal d'âge. Ouais, si c'est ça. on parle de la guerre et tout. Ouais, exact. Donc, c'est quoi les différences qu'il y a en cet objet-là et un exutoire normal, en fait? En fait, je vois pas, moi personnellement, je vois pas de différence entre cet exutoire et un exutoire antique ou un exutoire nouveau. C'est juste le fait que c'est genre un modèle stylé, ça a l'air et c'est en métal. Eux qu'on voit aujourd'hui sont en plastique ou je sais pas quoi. Et Céline non plus. Ouais, ça a la forme d'un chalumeau qui est vraiment spécial pour moi. Et ben en fait, c'est un chalumeau inactif, genre il marche pas. Donc ça. Puis on peut voir ici que l'exutoire, elle est au milieu. D'accord. Elle est dedans, en fait, puis c'est un exutoire normal, Ah, elle qu'on voit dans tous les exutoires. moi, j'aimerais savoir, on sait quel âge elle a. Bon, on ne sait pas exactement quel âge elle a, on sait qu'elle est vieille, mais depuis que tu l'as, est-ce qu'elle a eu beaucoup d'impact? Est-ce que tu sais Ouais, on a eu beaucoup d'impact, parce que ça fait longtemps que ça existe, mais je sais pas si les impacts d'avant, mais depuis que je l'ai, moi, un jour, on l'avait perdu pendant 1 an. Oh, wow. Ouais, on avait déménagé, puis on a juste plus su où on l'avait mis, dans quelle boîte. Et finalement, on l'a retrouvé 1 an plus tard. C'était vraiment un gros choc pour nous, parce que genre, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaie de le garder le plus longtemps possible, pour le plus longtemps possible, c'est ça. J'imagine, oui, ça doit être. Ouais, Petite question comme ça, on sait que c'est un exutoire, on sait qu'elle est fonctionnelle normalement. Est-ce que tu t'en sers toi personnellement ou c'est plus de décoration? Moi, personnellement aussi, je m'en sers jamais. J'ai jamais aiguisé un crayon dedans, juste pour le simple fait de ne pas la briser et de la garder la plus nouvelle possible pour finalement qu'elle reste intacte entre nos mains. Et j'essaie aussi de ne pas la perdre. Donc, c'est ça. Donc, je m'en sers jamais. Donc, je la laisse sur le comptoir. Elle reste toute la journée. Donc, merci beaucoup, Jamal. C'est très intéressant de nous avoir présenté ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, vous, téléspectateurs. La semaine prochaine, nous recevrons Félix-Antoine Janel qui viendra nous présenter un clavier d'ordinateur. Sur ce, bonne journée à tous.
Alors, bonjour et bienvenue à l'émission Mission Découverte avec un invité nul autre que Félix-Antoine Janel qui est venu nous parler de son clavier d'ordinateur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Oui, j'aimerais vous poser quelques questions. Pourquoi un clavier d'ordinateur? Ben, j'ai pris un clavier d'ordinateur parce que je me suis dit, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Donc, pour quel autre objet devrais-je prendre? Donc, j'ai décidé, vu que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, je vais prendre ça, puis je vais en parler pourquoi c'est important OK. dans la vie de tous les jours. J'aimerais savoir quelles sont les fonctionnalités du clavier d'ordinateur. Premièrement, ça dépend de la sorte de clavier. Tu sais, il y a des claviers partout. Il y a des claviers sur ton cellulaire, il y a des claviers sur un laptop comme celui-là, il y a des claviers à part que tu peux mettre branchés sur des ordis, il y a des claviers sur des iPads, il y a toutes sortes de claviers. Puis, ça tout dépend. On va parler d'un clavier plus laptop, plus d'ordinateur en général. Mais tout dépend du programme que tu utilises. Hein? Oui, les fonctionnalités primaires d'un clavier, c'est de taper puis d'écrire des mots, des phrases, des paragraphes, n'importe quoi, d'écrire des numéros. Il y a aussi des symboles que tu peux faire, tout dépendamment du programme, encore une fois. Aussi, la plupart des programmes qui te permettent d'écrire, tu peux faire des copies-coller. C'est CTRL-C. Sur la plupart des claviers, sur les Macs, ça devrait être CTRL-C, puis après ça, tu fais CTRL-V pour le coller. Il y a des flèches. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais tout dépend du programme dans lequel que tu l'utilises. Comme par exemple, si tu prends des jeux vidéo, par exemple, il y a des boutons comme WASD qui, eux autres, vont te servir de flèches à la place de lettres. Donc, tout dépend du programme que tu utilises. OK, d'accord. Si jamais je voudrais m'en acheter un, combien ça coûte après un clavier d'ordinateur? Celui-là, il vient avec le laptop. Donc, je peux pas vraiment... Ça vient avec le prix du laptop. Mais on va dire un clavier à part. Les moins chers ils sont probablement de 30 $, 25-30 $. Puis les plus chers peuvent monter jusqu'à 200-300 $ facilement. Oh, wow. C'est quoi la différence pour que les prix diffèrent autant? Mais ça dépend de la sorte de clavier, de la marque, souvent. Mais il y a des claviers qui sont utilisés pour des fins plus avancées. Pas plus avancées, mais qui ont plus de technicalité dessus pour justement le gamage ou pour le montage. Comme le montage en particulier, il va y avoir des touches de couleurs avec des symboles dessus pour t'aider dans ton montage. Il y a puis justement, ça, c'est d'autres fonctions des touches. Mais pour les claviers de gaming, on va dire, ils ont des touches d'extra. La sensibilité de la touche est différente. La friction est différente. Tout peut comme être customisé comme tu veux. Ah, OK, Donc, c'est ce qui fait varier le prix. Juste, si vous voudrez me conseiller, pourquoi acheter un clavier plus qu'un autre? Tout dépend de ce que tu veux faire. Hein? Si tu fais juste travailler, un clavier ordinaire va te servir. Si tu veux faire du gaming, peut-être que tu aimerais avoir un clavier qui allume parce que c'est cool, ou puis ça va matcher la couleur de ton ordi, ou peut-être que tu vas vouloir que tes touches soient Ouais, c'est vraiment intéressant, mais désolé de vous arrêter parce que c'est vraiment tout le temps qu'on a. Et merci à tous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, nous accueillerons un nouvel invité qui nous parlera d'un nouveau objet. Et merci à tous. Merci. C'est bon.
Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à Mission Découverte, excusez-moi, l'émission où on vous montre un objet pour ensuite en parler. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thibaut qui va nous parler de sa montre Rolex. Bonjour Thibaut. Bonjour. Je vais passer directement aux questions. En quelle année votre montre Rolex a été inventée? Ben, Rolex a été inventé en 1905. C'est la date de 1952? Non, 1905. OK, 1905. C'est la date c'est la date sur laquelle on a inventé. OK, puis c'est qui le fondateur? Le fondateur était Hans Wisdorf. OK. Et c'est en Angleterre, là. Il vit à Londres, là. D'accord. Pourquoi il a donné le nom Rolex à la montre? Pourquoi ils ont donné Rolex à ils ont donné le nom Rolex à la montre parce que quand il faisait ses études pour pouvoir appliquer un nom à la montre, il a essayé de prendre un nom qui peut être bien prononcé sans difficulté dans toutes les langues européennes. Ben, il a vu qu'avec Rolex, c'est c'est facile à prononcer dans toutes les langues européennes. Raison pour laquelle il a choisi de donner Rolex, de donner le nom Rolex à sa montre là. D'accord. C'est quoi les opportunités de votre montre? Ben, les opportunités de cette montre, je peux dire tout d'abord, puisque tous les bijoux qui ont la forme couleur or comme ça, si tu portes ça donne de la valeur. Et puis comme vous le voyez là, mais si tu laisses ça quelque part où ça peut rouiller, mais toi peut-être dans un an si tu reviens là, la manière dont elle est, puis tu la déposer, elle sera encore de la même manière. Ça va pas, par exemple, d'autres montres, quand elles tombent, tu vois, le miroir se casse en même temps. Mais ça, ça va être un peu difficile pour que ça se casse. Donc, elle est très résistante? Oui, donc, est-ce qu'elle résiste à l'eau, puis elle résiste... Oui, vraiment. Si tu mets dans l'eau aussi, ça va résister à l'eau aussi. C'est bon. Ouais. C'est quoi la position de Rolex parmi toutes les autres montres? C'est quoi? Est-ce que c'est l'une des meilleures ou c'est la moins bonne? Quand ils ont fait l'étude pour pouvoir classer la position des montres Rolex, ils ont attribué la première position à la montre Rolex parce que c'est une montre qui est vraiment chère et c'est vraiment, vraiment cher. Mais ça dépend de la qualité que tu veux aussi. Mais c'est vraiment cher au-delà des autres montres. Donc c'est ça. OK. À combien peut-on trouver la montre? Puis, est-ce que c'est possible de payer ça? Pour pouvoir décider de payer une montre, au moins, faudrait que tu aies au moins, je peux dire au moins 15 000 $ canadiens dans ton... en mai avant, il dit que tu veux payer Rolex. Mais quand ça dépend encore de la qualité de ce que tu veux, il y a des Rolex qui passent 20 000 $, 30 000, ça dépend de la qualité que tu veux. OK, tu vois? Mais celle-là en particulier, elle serait combien? Moi, je ne peux pas payer, c'est un cadeau de ma mère. OK. Elle n'a pas trouvé le reçu dedans, tu vois. C'est ça, elle a juste enlevé le reçu. Oui, c'est ça, elle ne voulait pas te dire combien c'est ça. Oui, ça fait du sens. Tu as dit qu'il y avait plusieurs marques. Oui. Est-ce qu'ils sont tous en or? Est-ce qu'il y en a d'autres sortes? Oui, il y a d'autres marques, les Diesel, les Genesis. Il y a plusieurs marques comme je sais pas, mais il y a plusieurs marques quand même. OK. Mais pour savoir les marques qui sont au top, surtout il y a Diesel et puis il y a Rolex. Merci aussi. Thibaut, c'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir partagé ta connaissance de Rolex avec nous. Cette émission de découverte est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Ne manquez pas le prochain épisode où notre chroniqueuse Patricia va nous présenter Fujifilm Instamax Mi 8. À la prochaine.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Découverte. Nous recevons aujourd'hui Madame Patricia qui va nous présenter son Fujifilm Insta Mini 8. Bonjour Madame Patricia. Bonjour. Ça va? Oui, vous? Oui, ça va. Et ce matin? Oui, on est toutes prêtes? OK. Bon, premièrement, j'aimerais savoir c'est quoi exactement votre Fujifilm Insta Mini 8 et quelles sont l'utilité? Oui, donc premièrement, c'est une caméra qui prend des photos et les imprime tout de suite après l'avoir prise et en une taille d'une carte de crédit. Et qu'est-ce qui est génial à propos de ça, c'est que tu peux le donner tout de suite à ton ami ou ta famille tout de suite après que tu l'as pris. Oui. Et puis, on utilise cette caméra-là pour différentes occasions, comme des fêtes, de tous les jours, des autoportraits, n'importe quoi comme ça. C'est vraiment génial. OK. Ben, c'est quoi le génie derrière ce qui est derrière cet appareil et puis? Ah, donc, l'inventeur du Fujifilm Instax Mini 8, c'est un Américain nommé Edward H. Land. Et puis, qu'est-ce que je trouve génial quand j'ai fait ma recherche, c'est que lorsque sa petite fille avait à peu près 3 ans, puis son père prenait des photos de sa petite fille, il lui demandait toujours pourquoi est-ce que, ben papa, est-ce que je peux voir la photo tout de suite? Puis son père a dit, ben on peut pas, puisqu'il faut qu'on aille la faire développer. Et donc, maintenant, c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'idée de créer une caméra qui va imprimer tout de suite la photo lorsqu'ils l'ont pris. OK, bien. Ensuite, pouvez-nous faire une démonstration de cet appareil-là? Oui, bien sûr, je vais faire une démonstration. Donc, en premier, si vous voyez, le piton ici, vous l'ouvrez juste comme ça. Et puis, après ça, on va attendre et puis vous devriez voir une petite lumière orange sur le dessus. Oui. Et puis, maintenant, ça veut dire que c'est une lumière en studio, en maison. Oui. Ensuite, après ça, je vais l'approcher vers vous et je vais prendre une photo. 1, 2, 3, juste comme ça. Je vais la remettre. Et comme vous voyez, la photo sort tout de suite après. Oui. Et voilà. Et puis, maintenant, elle est blanche, comme vous voyez, puisque ça prend à peu près 1 minute, on va dire, pour que ça se développe. Donc, on va attendre un petit peu. C'est recommandé de le secouer un petit peu en attendant. Ah, je vois. Maintenant, ben, moi, je suis vraiment intéressé par votre Fujifilm, mais où je peux aller pour pouvoir payer ça et à combien je peux trouver ça au maximum, le prix, quoi? Oui, donc, une caméra Fujifilm Instax Mini 8, ça varie entre 80 à 100 $, puisque tu peux avoir de différentes couleurs ou si c'est tout nouveau, ça va être plus cher. Et puis, pour faire fonctionner l'appareil, il faut aussi acheter des petites photos. Oui. Donc, ces photos-là, ça coûte ça vient en paquet de 10 et ça coûte entre, je vais dire 5 à 10 $, des fois peut-être même 15 parce que tu peux avoir certains motifs dedans sur le cadrage de la photo. Ouais. Et puis, on peut le retrouver, ces appareils, soit à Walmart, La Source. Je sais qu'il y a aussi Best Buy, Amazon, à peu près tous ces magasins qui sont un peu semblables à ça. Et puis, on peut même acheter une enveloppe, un case pour la caméra pour la protéger. Oui. Et puis, comme vous voyez, la photo est en train de se développer. Elle n'a pas fini complètement, mais c'est proche. Donc, c'est ça. OK, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Je te remercie, Madame Patricia, d'avoir venu nous présenter ton Fujifilm Insta Mini 8. Nous recevons prochainement Monsieur Philippe Kakana qui va nous présenter son iPhone. Et merci, Madame Patricia. De rien. Ça me fait plaisir de te voir sur le plateau aujourd'hui, d'avoir nous présenté ton Fujifilm.
Bonjour et bienvenue à l'émission Mission Découverte. Aujourd'hui en studio, nous avons le chroniqueur Philippe Kakana. Et Philippe, aujourd'hui, va nous présenter le iPhone 5S. Donc, bonjour Philippe. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Parfait, puisque j'ai quelques questions à te poser aujourd'hui. Donc, Philippe, je sais que la majorité du monde connaisse bien sûr c'est quoi le iPhone, mais pour se rafraîchir la mémoire, peux-tu nous dire un peu plus sur l'iPhone et quel iPhone en plus que tu vas nous présenter? Oui, le iPhone vient d'une compagnie Apple qui se catégorise dans les téléphones, mais aussi dans d'autres technologies, OK. comme des ordinateurs. OK. Il existe des iMac, des Macintosh, iMac Air, qui sont plus petits que le iMac. Ah, ça, c'est des laptops, des petits ordinateurs oui, portables, des petits ordinateurs. Et aussi des iPads qui sont comme un gros téléphone, juste un gros téléphone carré. Aujourd'hui, les iPhones se catégorisent jusqu'à iPhone 6 Plus, qui sont les plus récents. Aujourd'hui, je vais vous présenter le iPhone 5S. OK, parfait. Donc, nous t'avons invité ici pour que tu nous montres à notre public cible vraiment comment utiliser l'iPhone puisque la majorité des personnes entre 30 à 50 ans ne savent pas bien l'utiliser. Peux-tu nous donner comme un exemple? Oui, nous avons tous, bien sûr, des relatifs, des amis, des familles qui vivent plus loin et qui ne peuvent pas vraiment, qui peuvent seulement te parler par téléphone. Oui. Si vous voulez parler avec eux face à face, comme sur Skype, vous pouvez utiliser l'application FaceTime, OK. qui est direct ici. L'application FaceTime sert Il est vert? Oui. Parfait. L'application FaceTime sert à parler à vos relatifs, amis, famille, amoureux, face à face, avec bien sûr le Wi-Fi. OK. Ici, vous pouvez appeler. Ici, comme vous le voyez, j'ai votre numéro. Ah oui. Donc, vous pouvez m'appeler. Je peux le cliquer. Et puis, ça va se connecter à votre téléphone. Et on va juste attendre que ça C'est ça bon. fonctionne. Oh, et voilà, Ouais. Philippe Kakana. Voilà. Je vais répondre et regarde, on va voir ma figure dans ton cellulaire peut-être. Oh, Non, on va tu l'as. juste ne pas le faire à cause du feedback. Oh, c'est vrai, il y a Ouais. du feedback. Oui, surtout si nos téléphones sont proches. Un côté de l'autre. Ouais. OK, c'est bon, j'ai compris. Donc, c'est vraiment intéressant, Philippe. Nous avons une question du public de Alissa. Elle demande « J'ai beaucoup de photos dans mon iPhone, mais c'est trop encombrant. Comment je peux faire pour remettre de l'espace dans mon téléphone? » Oui, honnêtement, moi aussi j'ai le même problème. J'aime prendre des photos sur mon téléphone et mon téléphone est à 16 gigabytes. Oh. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir tellement de numéros de téléphone, tellement de photos. So, vous pouvez utiliser l'application iCloud qui sauvegarde vos photos dans un nuage informatique en haut dans le nuage. Et ça va garder vos photos prêts, sains et saufs. Et vous pouvez après effacer toutes les photos vous pouvez effacer toutes vos photos sur vos téléphones et après reprendre encore plus et plus et plus. Et à chaque fois, vous devez les mettre sur votre Sur iCloud. iCloud. Parfait. Bien, Philippe, c'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres en studio. La semaine prochaine, nous allons recevoir Samuel Rodrigue qui va nous présenter de la gomme Excel. Ne manquez pas ça.
Bonjour et bienvenue à Mission Découverte. Aujourd'hui à l'émission, nous avons le charmant Samuel Rodriguez qui va nous parler à propos de la gomme Excel. Si vous êtes prêts à découvrir, on commence maintenant. Alors bonjour Samuel, comment ça va? Bonjour Philippe, ça va très bien et toi, comment ça va? Ça va très 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 bien. Alors commençons avec la question. On commence avec l'origine. D'où vient la gomme? Donc, la gomme est dit de remonter jusqu'à la préhistoire. Des anthropologues penseraient que les hommes des cavernes eux-mêmes mangeaient de la sève de conifères, donc de sapin. Oh, wow. Et ensuite, on peut aussi remonter à il y a 2000 ans dans les Mayas. Eux, ils ont pris la sève et ils ont appelé ça de la chiclée. Mais l'origine de la gomme, comme on la connaît aujourd'hui, c'est un scientiste américain du nom de Thomas Adams en 1860 qui a inventé une machine pour transformer son stock de chiclée en gomme à mâcher comme on la connaît aujourd'hui. Bien, à peu près comme on la connaît. Hey, wow, ça c'est intéressant. Et quels sont les bienfaits de la gomme à mâcher? La gomme à mâcher, même si tes parents, des fois, ils te disent de ne pas en manger, a beaucoup de bienfaits. Santé Canada a dit que la gomme à mâcher, bien sûr, on parle de sans sucre, parce que aide avec la santé buccale, donc de la bouche. Donc, par exemple, comme celle-là ici, la Excel-ci, ça, c'est sans sucre. La plupart des gommes Excel sont faites sans sucre en passant. Oh, wow. Mais oui, donc pour venir au bienfait de la gomme, c'est que la gomme aide à produire de la salive, augmente la production de salive. Ça aide à empêcher les caries. Ouais. Et aussi, on peut remonter jusqu'à ça aide avec la réduction de stress et ça aide à la concentration. Par contre, si tu as des migraines, la gomme pourrait être la cause de tes migraines. Donc, il faut faire attention. Écoute, moi j'aime bien la gomme sans sucre. Ouais. Et quels sont les plus grands consommateurs de la gomme au monde? Bien, les plus grands consommateurs au monde, c'est bien sûr les Américains, parce que c'est de là que ça vient. Donc, eux, ils aiment ça, leurs produits qui viennent de chez eux. Là. Ça fait du sens. Par contre, pour les deuxièmes plus grands consommateurs, il faut traverser l'océan et aller jusqu'en France. C'est ces Français-là qui mangent beaucoup de gomme. Aïe. Ouais. Et quels sont les impacts de la gomme sur l'environnement? La gomme, autant que j'adore ça, est très néfaste sur l'environnement. Parce que je veux dire, combien de fois est-ce que tu t'es assis sur un banc d'autobus ou cette affaire-là, puis tu vois de la gomme partout? Ils collent ça, les gens, ils collent ça n'importe où. Puis c'est de la gomme, donc ça colle. Et une gomme prend environ 6 ans à décomposer. Donc c'est très mauvais pour l'environnement. Et les différents gouvernements dépensent des milliers d'argent à nettoyer les rues et principalement la gomme. Mais ce qui est pire des fois, c'est les emballages de gomme même. Oh, wow. Ouais. C'est tellement pire qu'il y a un pays comme le Singapour qui a banni totalement l'usage de la gomme. Vraiment? Oui. Hey, ça c'est quelque chose. Et quels sont les trucs et astuces pour se débarrasser de la gomme? Donc, il y a différents. Ça dépend toujours de où est-ce que la gomme est prise. Si dans les cheveux, il faut utiliser un produit très gras, comme de l'huile, du beurre, même des fois de la vaseline. Bien mélanger, frotter ça dans les cheveux et ensuite avec une brosse, peigner et la gomme devrait partir. Juste ce qu'il part. Oui, si c'est collé sur quelque chose comme des souliers, mettre les souliers dans un sac en plastique, le mettre au congélateur et la gomme va durcir. Quand on va le sortir après à peu près 1 heure, 45 minutes, on pourra juste enlever la gomme facilement. Ou si c'est sur du linge, on peut utiliser le produit pour enlever le vernis à ongles. Tu mets ça sur la gomme même et ça devrait se décoller assez facilement. Wow, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Je voudrais te remercier, toi, Samuel, d'être venu et vous, à la maison, de nous avoir regardé. La prochaine émission, Adrien nous montre c'est quoi le son Black Web. Restez avec nous. À la prochaine.
Bonjour et bienvenue à Mission Découverte. Notre chroniqueur aujourd'hui est M. Adrien Rousseau, un passionné en électronique qui va nous faire connaître SoundBlade, un nouveau haut-parleur fait par Blackweb. Donc, bonjour Adrien. Bonjour. Ça va? Ça va bien, vous? Oui, très bien, très Ouais. bien. Ouais. Donc, moi, je veux savoir vraiment, c'est quoi Blackweb? C'est quoi? Je vous explique ça, c'est assez simple. Comme vous pouvez voir, le Blackweb ici, le petit logo qu'on a de SoundBlade, c'est le nom de l'appareil, est simplement un haut-parleur portatif. En réalité, on peut amener ça partout. Ça peut rentrer dans une poche, ça peut rentrer dans un sac. Comme vous voyez, c'est assez mince, c'est petit. On aime ça. C'est vraiment ça, en gros. C'est juste un petit haut-parleur qu'on peut traîner avec nous partout. Ouais, Exactement. parfait. Ouais. Puis, donc là, moi, je vois ça, puis je veux dire, il y a plein de petits boutons, mais ça a l'air quand même assez Effectivement, facile. effectivement. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Tout à fait, tout à fait. Donc, comme vous voyez, en haut, en fait, de l'appareil, il y a plusieurs petits boutons et aussi sur le côté de l'appareil, si vous voyez. Ici, on a le bouton pour le Bluetooth. OK, je ne sais pas si vous voyez. Bon, voilà. Ça, c'est le bouton pour le Bluetooth lorsqu'on veut connecter l'appareil. On a le bouton pour vraiment muter l'appareil pour pas qu'il y ait de son qui sort. On a pour réduire le volume, pour jouer et ou pause la chanson qui joue, ou peu importe si on essaie de parler au téléphone, monter le volume. On a le bouton aussi si on veut parler au téléphone, donc on peut mettre en haut-parleur, par exemple, si on fait la vaisselle, on ne peut pas avoir le téléphone dans les oreilles, donc c'est pas mal pour le téléphone. Sur le côté ici, c'est pour allumer l'appareil. On a ici un bouton, un auxiliary cord qu'on appelle, c'est pour si on veut brancher directement au téléphone. Puis on a ici, c'est pour charger l'appareil. Ça charge avec un ordinateur, un laptop, peu importe. C'est pas mal ça les boutons qu'on a ici pour le Blackweb. Wow. Mais pour un petit haut-parleur comme ça, le son, est-ce qu'il est bon? Oui, définitivement, c'est un très bon son. Voulez-vous que je vous fasse un exemple? Ben oui, pourquoi pas? Tout à fait. Écoutez, moi, on va se préparer. Ça prend un téléphone premièrement. OK? Première étape, ça serait d'allumer l'appareil. OK? Une fois que l'appareil est allumé, on va aller synchroniser avec... On entend ici. Il reconnaît l'appareil parce que j'étais déjà branché plus tôt. Ouais. Puis, on va tester le son. Écoutez, mettre une petite chanson ici. On voit ici que ça joue assez bien. On peut monter le volume. Voilà. On peut réduire le volume avec l'appareil aussi. Vous voyez? Assez intéressant. Ça rentre dans les poches. Ben oui. C'est portatif. On aime ça. C'est pas mal ça l'appareil. Et une fois terminé, bon, on fait juste déconnecter. Puis ça nous avertit. Et ça nous avertit en plus que l'appareil a été déconnecté. Une fois terminé, on ferme le tout avec le petit bouton sur le côté. Et voilà, le tour est joué. Ça a quand même une bonne base pour quelque chose qui est d'aussi petit. D'aussi petit, effectivement, c'est surprenant. Bon, il faut dire qu'il y a de la compétition sur le marché, pardon. Il y a des Beats de Dre, il y a Monster, il y a toutes sortes de compétitions. Donc, ils n'ont pas le choix de... si on veut rehausser le niveau de la compétition pour être sur le marché. Donc, vous parlez de marché, où est-ce qu'on peut s'en procurer? Combien ça coûte? Un appareil comme ça, c'est vraiment pas cher. On peut l'avoir pour à peu près 50 $, je dirais 60 $ avec les taxes à peu près. On peut en avoir chez Best Buy. En fait, n'importe quel magasin électronique, même chez Walmart. En fait, on peut se trouver cet appareil-là. C'est assez... c'est pas dispendieux, pardon, et c'est trouvable un peu partout. Donc, tous les mêmes magasins comme La Source. Exactement. Ces magasins-là qui vendent ces appareils-là, il y en a plusieurs pour tout le monde, comme je vous dis. C'est très pratique, ça rentre dans les poches. Parfait, mais c'est tout le temps qu'on a. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Donc, nous espérons que cette émission vous a plu et nous remercions M. Adrien Rousseau pour nous avoir fait connaître SoundBlade. Notre prochaine émission, nous recevrons Anne-Sophie Roy qui nous fera découvrir les aspects de la cigarette électronique. Soyez des nôtres.
Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Mission Découverte. Aujourd'hui, on reçoit comme chroniqueuse Anne-Sophie Roy. Anne-Sophie va nous parler aujourd'hui de sa cigarette électronique. Bienvenue à un autre épisode, Madame Roy. Bonjour Adrien. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous présentes? Explique-nous un peu, en gros, qu'est-ce que c'est que... En fait, je viens ici pour vous présenter la cigarette électronique, comme vous pouvez voir ici. Oui, c'est ça. D'accord. Je viens entre autres pour vous présenter la cigarette électronique. D'accord. Donc, pourrais-tu nous expliquer en détail à quoi elle sert, cette cigarette électronique-là? En fait, la cigarette électronique, elle sert aux fumeurs d'arrêter. OK. Mais ça l'arrête pas. Dans le fond, même si tu fumes la cigarette électronique, tu n'arrêtes pas de fumer en tant que tel. OK. Mais ça permet à certains fumeurs d'arrêter graduellement, de façon à plus être dépendant de la cigarette en tant que telle. OK. Mais comme étape par étape. Ça se fait pas automatiquement. OK, C'est donc pas, à partir du moment qu'on la fume, c'est pas tout de suite. Là. Non, c'est non, graduellement. c'est graduellement que ça y va. OK. Puis c'est pas mal ça. Ça sert aux fumeurs d'arrêter la cigarette ou à ceux qui aiment juste tout simplement pas le goût de la cigarette en tant que tel. Donc, ça peut remplacer la cigarette Ça aussi. remplace en effet la cigarette électronique. OK, d'accord. Donc, est-ce qu'une cigarette électronique est encore plus néfaste qu'une vraie cigarette, selon toi? Selon moi, j'ai fait quelques petites recherches. Puis, en fait, il y a des scientifiques qui ont fait des recherches. OK. Et la cigarette électronique est autant néfaste que la vraie cigarette. Même si la cigarette naturelle contient des produits chimiques, la cigarette électronique est autant chimique parce qu'elle contient un liquide qui est plutôt chimique qu'on met à l'intérieur, juste ici. On le remplit à une certaine hauteur, tout dépendant le nombre de millilitres qu'on achète. Puis, c'est autant néfaste que la vraie cigarette parce que c'est pas que c'est toxique, c'est chimique, c'est un produit qu'on utilise, c'est superficiel, c'est pas naturel. Et qu'est-ce que c'est que ce produit-là? Est-ce que tu as une idée? Ça, j'ai pas vraiment d'idée de c'est quoi, de c'est fait comment spécifiquement, mais je sais que c'est un liquide avec une certaine saveur. Tu peux avoir la saveur de pêche, la saveur fraise. Ouais. Tu peux même avoir la saveur naturelle de la cigarette, mais ça, c'est pas nécessaire. C'est pas vraiment la même saveur que la vraie cigarette. Parfait. Ça répond vraiment à ma question. Et pourquoi tu nous présentes ceci? En quoi cela te valorise-t-il? Mais en fait, ça me valorise parce que je suis une fumeuse. Et j'essaie d'arrêter justement la cigarette grâce à la cigarette électronique. Oui. Et à présent, mais ça m'aide quand même beaucoup, je pourrais dire. Je suis pas portée à la fumer tout le temps parce que moi, j'ai choisi une saveur, pas qui me donne pas le goût d'être accro, mais c'est pas mal ça. C'est comme, je suis pas addict à cette saveur-là. Puis c'est surtout de la vapeur d'eau, c'est pas le même sentiment, c'est pas le même feeling que d'aspirer de la fumée secondaire. Peux-tu le montrer à la caméra pour nos chers spectateurs? Vous voulez vraiment que je montre un exemple? Rapidement. Je ne sais pas si j'ai droit ici. Bien, pour vous montrer un exemple, tout ce qu'on fait, c'est qu'on pèse sur ça. Puis comme vous voyez, le petit bouton vert illumine. Ici, c'est fait d'une batterie. Puis pour charger la cigarette, c'est comme un iPhone. C'est le même principe. Tu charges avec la charge, tu montes l'intensité de la vapeur que tu veux. OK. Puis c'est toi qui décides, puis tu cliques sur le petit bouton vert. On entend ici un petit bruit. Ouais, Qu'est-ce que c'est? Ça fait un petit bruit, c'est le son de la batterie. Ah, le son de la batterie. C'est que ça brouille à l'intérieur. D'accord. Comme vous pouvez voir, regardez, il y a de la fumée qui sort. ça fait la petite boucane. C'est pas de la boucane, c'est de la vapeur d'eau. On voit ici mais c'est ça que ça fait. Dans ce temps-là, tu aspires, il y a le liquide, ça goûte la saveur que c'est censé goûter. Pas mal ça. D'accord. Bon, ben écoute, malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le temps qu'on a, ma chère Anne-Sophie. Je te remercie à toi d'être venue à l'émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous encore une fois à un épisode de Mission Découverte. Donc, prochain épisode, on va recevoir Jérôme Roy, qui va nous parler de sa manette de PS3. Merci, à la prochaine.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Mission Découverte. Mon nom est Anne-Sophie Roy. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de notre cher chroniqueur, M. Jérôme Roy, qui vient ici pour nous présenter la manette de PlayStation 3. Enchanté, Jérôme, ça va bien? Enchanté, ma chère. De te connaître, ça va bien? Mais certainement, vous C'est une belle aussi? journée? Oui. Oui. Ah, mais Jérôme, on est ici pour apprendre à se découvrir. Oui, certainement. Hein? On va commencer avec première question. Allez-y. À quel âge tu peux commencer à jouer avec une manette de PlayStation 3? Dis-moi ça, à quel âge? Majoritairement, ces jeux électroniques-là, ça varie beaucoup parce que ça dépend des parents. On s'entend, il y a certains parents qui donnent plus des petits cadeaux de luxe, qu'on peut appeler comme des Game Boy puis tout ça. Fait que majoritairement, ça peut jouer environ vers 5 en montant, de 5 ans ou même des jeunes plus vieux que nous encore qui jouent encore avec la manette de PlayStation. C'est un jeu qui est très utilisé. Il y a beaucoup de jeux de sorte de jeux pour enfants, pour adultes. Fait que c'est vraiment vague pour pas mal pour tout le monde. OK. En fait, ouais. Pourrais-tu me dire combien ça coûte une manette de PlayStation 3? Justement? La manette seulement, elle coûte environ une soixantaine de dollars, puis un beau 60 dollars, mais c'est ça. Mais ça, c'est seulement la manette, parce qu'on a aussi la console qui vient avec. Mais ça, je vous montre juste une partie. Peut-être la semaine prochaine, je vais vous montrer le reste. C'est pas donné, mais, ça veut non, dire? c'est ça, c'est pas donné, mais ça se trouve sur Internet ou certains centres comme le Vidéotron, pardon, qui pourraient en vendre aussi. Il y aurait ça aussi qui pourrait en vendre. Je voulais savoir, moi, est-ce qu'on a plusieurs sortes de manettes? Y a-tu seulement un modèle, un PS3, ou on a plusieurs sortes de modèles? Ben, Et les couleurs, ça, vous faites Il y quoi a avec beaucoup ça? de couleurs. Il y a toutes sortes de couleurs que vous voulez. Vous pouvez l'avoir rose, vous pouvez l'avoir or, n'importe quelle couleur qui va. Il y a souvent, par les choix. Puis aussi, à chaque année, ils ont des DualShock différents. Comme celle-là, c'est une manette DualShock 3, qui est une évolution de leur technologie de vibration dans la manette pendant qu'ils jouent. Ça fait un peu plus intense quand tu joues. Si tu te ferais frapper, bien, ça vibre. C'est plus intense quand on joue. Plus technologique, j'imagine. Exactement. Ça a évolué, ça, là. Bon, troisième question. Dans quel magasin on peut procurer des manettes comme ça? Des manettes, il y en a aussi qu'on peut l'acheter sur Internet ou aussi, on l'a sur... il y a certains magasins spécialisés, comme EB Games, Vidéotron, là, qui a le Microplay, qui est dans cette section-là de jeux vidéo pas mal, qu'on peut en procurer pas mal de ces manettes-là de toutes sortes de couleurs, comme qu'on disait tantôt. OK, c'est pas pire. Je veux savoir combien de temps on peut se divertir avec une manette comme ça. Je veux dire, la batterie, est-ce que c'est chargeable? Est-ce qu'elle s'éteint de temps en temps? C'est une bonne question, ça. C'est des batteries qui sont Wi-Fi, qui sont Bluetooth, pardon, qui sont connectées par un connecteur dans la manette. Puis là, tu fais juste synchroniser la manette avec le PS3 en le faisant linker avec ce fil-là dans le PS3. Puis là, comme ça, tu as environ 8 heures, un bon 8 heures de jeu consécutif. Tu peux jouer avec cette manette-là sans avoir besoin de la recharger encore une autre fois. Donc, c'est vraiment... ça l'économise beaucoup de temps. Oui, c'est ça, exactement. C'est très économique. Bon. Et je voulais savoir quelle sorte de jeu on peut avoir dans ça. J'imagine que c'est diversifié avec les jeux vidéo comme ça. Exactement. C'est très diversifié, ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup de jeux pour tous les goûts. Il y en a autant pour les femmes, il y en a autant pour les hommes, pour les jeunes. Pour les femmes? Oui, il y en a. Il y a certains jeux comme... si je ne me trompe pas, il y a le jeu Sims qui est très populaire envers les demoiselles qui aiment ça créer leur petite famille de rêve. Mais il y a aussi des autres jeux qui sont plus comme 18 ans et plus, qui a beaucoup de sang. Ça dépend vraiment des parents, comme je vous ai dit tantôt. C'est un peu plus, disons, ça varie les parents. Bien, je suis désolée, mais Jérôme, mais malheureusement, c'était tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir été parmi nous, de nous avoir représenté la manette de PlayStation 3. Restez avec nous à la prochaine émission. On va avoir Louis-Philippe Seguin qui va venir nous présenter le Gobo. Pas le Gobo, excusez-moi. Le Google Cardboard. Excusez-moi, je me suis trompée. Passez une belle soirée.
début de journée, chers téléspectateurs de la Cité collégiale. Aujourd'hui, à l'émission découverte, nous avons notre chroniqueur Louis-Philippe Séguin qui va nous parler de Google Cardboard, un objet bien particulier. Bonjour, mon cher Louis-Philippe. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, et vous? Très bien. Tu vas nous parler de quoi, au juste? Ben, le Google Cardboard, c'est des lunettes de réalité virtuelle. Et quand on parle de réalité virtuelle, c'est tu mets des lunettes de ce genre et ça t'incruste dans un monde créé virtuellement avec des programmes d'animation en 3D. Et cette industrie-là a été créée il y a bien longtemps, mais très récemment, avec l'Oculus Rift, elle est revenue un peu elle est redevenue un peu comme une industrie mainstream, parce qu'avant cela, c'était une industrie comme peu développée, comme c'était pas très peu parlé. Mais depuis Oculus Rift et après cela, Google Cardboard et tout autre appareil, cela a complètement rendu le VR un marché très lucratif. Fait que tu me dis que c'est une genre de paire de lunettes. Fait que comment ça fonctionne, ce petit bidule-là, dans le style? Bien, dans le Google Cardboard, par exemple, on utilise ceci, le cardboard elle-même, et un téléphone cellulaire. Et voilà comment ça se fait. Donc, tu as le téléphone cellulaire ici, et tu l'ouvres. Et après ça, tu as une application appelée Cardboard ici. Et tu le presses dessus et ça va te montrer des démos d'applications qui fonctionnent avec ceci et une liste d'applications que tu peux télécharger sur ton téléphone pour avoir encore plus d'expérience. Et ce que tu fais, tu l'ouvres, tu mets le téléphone dedans avec l'écran de ce côté-là, tu le fermes et après ça, tu mets la banderole et ça fonctionne ainsi. Wow. Puis je sais, depuis le début de l'émission, tu nous parles d'Oculus Rift. Donc j'assume que c'est l'expérience VR définitivement en ce moment. Oui, l'Oculus Rift, comme je l'ai dit auparavant, c'est celui qui a redémarré l'industrie du VR parce qu'elle utilise une technologie hyper avancée en utilisant des ordinateurs ultra puissants et des caméras comment pourrais-je dire ça en français? Je veux dire des caméras sensors, comme des qui sensent les mouvements. Et comme le Google Cardboard, quand tu mets des lunettes Oculus Rift, quand tu bouges ta tête pour regarder l'alentour, l'Oculus Rift fonctionne de la même façon. Wow. Par contre, contrairement au Google Cardboard, l'Oculus Rift offre la possibilité d'utiliser des manettes de jeu, comme la manette de PlayStation 3 ou d'Xbox, pour déplacer ton personnage dans le monde créé virtuellement. C'est qui aide vraiment à faire éblouir les gens qui utilisent. On va peut-être essayer ça un moment donné, j'aimerais bien ça. Peut-être une petite question vite faite. Ça coûte environ combien, ce petit bidule-là? Bien, le Google Cardboard, c'est pas rien qu'un engin. C'est un projet fait par Google avec plusieurs petites compagnies. Et les prix varient selon les modèles. Et ça peut aller entre 20 ou 120 $, dépendant de la qualité des matériaux utilisés. Bien, merci beaucoup. C'est pas mal tout qu'on a pour aujourd'hui. Puis merci pour la belle information du Google Cardboard. Fait que malheureusement qu'on a pour aujourd'hui dans l'émission Découverte. Alors, dans la prochaine émission, nous retrouvons Émilie Villeneuve qui va nous parler d'un SandPod Warmer. Restez de nôtres parce que ça va être très chaud. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. On va bien le site web.
Bonsoir et bienvenue à Mission Découverte, l'émission où on découvre des objets mystiques. Ce soir, nous avons comme invité Émilie Villeneuve qui va nous présenter le Scent Pod Warmer de Gold Canyon. Alors, Émilie, bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien. Pour commencer, on voudrait savoir d'où vient cette idée originale. Ben, c'est pas trop compliqué. C'est juste un couple aux États-Unis qui ont décidé de commencer une compagnie pour leur désir. Et ils ont décidé de combiner des décorations de maison avec des chandelles. Ils ont créé un nouveau produit. C'est une décoration, puis ça s'appelle un brûleur. Donc, c'est comme une chandelle dans le fond, mais ça marche à l'électricité au lieu. OK. Pourrais-tu nous expliquer comment ça marche? Ben, ils ont fait ça très facile. Premièrement, il y a une prise et tu le branches dans le mur. Et après ça, c'est seulement sur le fil, il y a un interrupteur qui montre combien de temps tu veux que ça brûle pour. Il y a 4 heures, 8 heures, 12 heures. Et après ça, la plaque chauffante qui est dessus le brûleur va chauffer peu à peu. Et quand on met le Scent Pod, tu l'ouvres et la cire, quand tu vas le mettre dessus, la cire, elle va fondre, puis ça va dégager une senteur partout dans la maison. Donc, ceci pour remplacer les chandelles avec parfum. Quelle est la majeure différence entre les deux et quel est l'avantage du warmer? L'avantage, c'est que une chandelle, ça marche avec du feu. Ça marche avec, ça brûle la mèche. Ça peut être très dangereux si tu l'oublies. Et avec ça, c'est seulement que de la cire dans un pot qui fond. Puis ça n'a aucun danger. Et c'est ça la grosse différence, c'est que ça, c'est plus à l'électricité. Puis tu peux plus le contrôler combien de temps que ça va fonctionner. Qu'une chandelle, tu pourrais l'oublier puis ça pourrait faire un petit accident dans la maison. C'est bon. Et pour continuer, pourrais-tu en parler plus sur le Scent Pod elle-même? Pas juste le warmer, mais le Scent Pod elle-même, où qu'on peut le procurer, les types de saveurs? Il y a beaucoup de saveurs. Il y a beaucoup de saveurs qui existent. Comme celle-ci, c'est citron vert et gingembre. C'est rose. Il y a des cinquantaines de saveurs. Il y en a beaucoup. Il y a des différents formats aussi de saveurs. Il y en a que c'est en format d'huile, que tu mets un peu dans la cire qui est neutre, puis ça fait le même effet. Et tu peux le procurer sur leur site web de Gold Canyon. Et tu peux voir toutes les sortes qu'il y a. Et tu peux choisir de tout ce que vous voulez. Tu peux en choisir plus qu'un. Tu peux les changer. Est-ce qu'il y a un léger avantage ou un désavantage en utilisant que la cire ou de l'huile que tu mets dans la cire? Les deux, ils font la même affaire. L'huile, c'est plutôt, tu as un petit bol et tu verses un peu d'huile dans la cire qui est dans le bol, qui vient déjà avec. Et ça fait la même affaire. Et ça, c'est déjà la cire qui est parfumée. Donc, c'est bon. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour ce soir. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Émilie. La semaine prochaine, à Mission Découverte, nous recevons Jacob Anthony Lacroix qui va nous parler de sa vieille collection de cartes de hockey. J'ai bien hâte de voir ça. Alors, pour une dernière fois, merci beaucoup d'avoir regardé et passez une belle soirée.
Bonjour et bienvenue à Mission Découverte. Aujourd'hui, nous avons Jacob comme invité qui va nous parler de ses cartes de collection de hockey. Salut Jacob. Bonjour. Comme première question, c'est quand tu as commencé à collectionner les cartes de hockey? J'ai commencé quand même jeune, je pourrais dire, vers l'âge de 8-9 ans, dans le même temps que j'ai commencé à jouer au hockey. Puis comme toute jeune de cet âge-là, pas mal, je collectionnais des cartes. Soit il y en a d'autres qui c'était Pokémon, il y en a qui c'était des cartes de baseball, des choses comme ça. Fait que moi, j'ai commencé avec les cartes de hockey plus que je joue au hockey. Puis pourquoi les cartes de hockey en particulier? Bien, comme j'ai dit, j'avais commencé à jouer au hockey dans ce temps-là. Puis quand j'étais jeune, justement, ils ont commencé à devenir populaires en même temps que ça. Ouais. Aussi, bien, justement, avec les autres joueurs de mon équipe, c'était de savoir qui avait, on pourrait dire, les cartes les plus rares, les meilleures cartes, qui en avait le plus aussi. Fait que ça a grandement aidé. Sinon, il y avait aussi le fait que, bien, c'est un peu banal à dire, mais c'est McDonald's. Parce qu'encore une fois, quand j'étais plus jeune, j'allais plus souvent chez McDonald's. Et vers les années que j'ai commencé à triper un peu plus au hockey, ils ont sorti une collection de cartes, justement. Je pense qu'on peut en voir quelques-unes à l'écran. Des cartes McDonald's. Comme celle-là ici, c'est une carte McDonald's, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous montrer quelles cartes les plus rares que vous avez? Bien, comme on peut voir sûrement à l'écran, les cartes les plus rares que j'ai, c'est tout le temps ma première page. J'ai juste voulu les mettre là comme ça, tout ensemble. C'est pas mal les plus rares que j'aurais, comme j'ai dit. Il y aurait peut-être celle de Martin Brodeur. Ici, c'est sa carte débutante, dans le fond, rookie, je ne sais pas trop comment on pourrait le dire en français, mais avec le Devils du New Jersey, Martin Brodeur, qui est un excellent joueur, qui vient du Québec, justement. Sinon, j'ai aussi la carte de Mario Lemieux, de l'année qu'il a gagné le Conn Smythe Trophy, qui est le trophée remis aux meilleurs joueurs durant les séries éliminatoires. C'est bon, ça. Puis en plein milieu, j'ai mis ma carte, je pourrais dire ma carte préférée, c'est celle de Boum Boum Geoffrion, un joueur du Canadien qui a joué en même temps que Maurice Richard, des joueurs comme ça. Pas mal les meilleurs, je pourrais dire. Puis j'étais un vrai fan du Canadien aussi, alors. Est-ce que tu pourrais nous expliquer où puis comment que les cartes de collection y ont commencé? Oui, bien, dans le fond, il faut quand même remonter à longtemps. Tout le monde pense, quand je dis longtemps, peut-être 1950. Non, il faut remonter au 19e siècle. Dans le fond, dans ce temps-là, la cigarette était très, très populaire. Puis, justement, les compagnies de cigarettes ont commencé à introduire des cartes soit de joueurs de boxeurs ou de joueurs de baseball parce que le hockey n'était pas très présent. Alors, puis plus tard, c'était je pourrais dire, des compagnies de hockey vers les années 1910, genre CCM, des compagnies qui ont débuté le hockey. Mais dans le fond, ce qui a commencé, c'était les compagnies de cigarettes pour faire un coup de marketing un petit peu. Oui. Puis, est-ce que, comme y a-t-il d'autres choses intéressantes que vous voulez montrer dans votre Bien, cahier? j'ai pas mal intéressant encore là. C'est pas mal toutes des cartes plus spectaculaires ou plus... Moi, j'ai juste vraiment, je pourrais dire, les cartes McDo, j'en ai beaucoup parce que, comme j'ai dit, quand j'étais jeune, j'allais souvent faire au McDo pour ces cartes-là. C'est plus que pour manger, c'était juste vraiment pour les cartes, j'allais là. Sinon, j'ai dit que j'étais un fan du Canadien, mais j'ai pas vraiment de carte du Canadien, je pourrais dire, dans ce cahier-là, parce que j'ai d'autres cahiers à la maison où j'en ai plus dedans. Fait que ça l'a un peu aidé, je pourrais dire. Mais merci beaucoup, Jacob. C'était un plaisir de t'avoir et de savoir plus sur les cartes de collection. Et la semaine prochaine, nous allons recevoir Vincent Benatar qui va nous parler de sa montre Carrera calibre 16. Et merci, c'est tout pour aujourd'hui.